Les doigts de James Morrison se resserrèrent autour des papiers du divorce, le papier coûteux se froissant sous sa prise alors qu'il observait les arroseurs tremper ses vêtements éparpillés sur la pelouse. Chaque goutte d'eau frappait une autre mémoire, sa chemise bleue préférée lors de leur dîner d'anniversaire à Paris, le costume sur mesure de leur dernière fête de Noël, la cravate en soie que Rebecca lui avait offerte lorsqu'il avait lancé Biotech Solutions. Le cliquetis mécanique des arroseurs offrait un rythme régulier à ses pensées en pleine éruption. Il avait entretenu ce jardin avec une précision méticuleuse pendant 15 ans, consacrant d'innombrables matinées de dimanche pour s'assurer que chaque brin d'herbe était parfait, exactement comme Rebecca l'avait souhaité. Maintenant, il servait de scène à son humiliation publique. Toujours là, debout comme un chiot perdu, la voix de Rebecca traversa ses pensées. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de leur maison de style colonial, maintenant sa maison à elle, ses doigts manucurés entrelacés avec ceux de Richard Sterling. La présence du magnate de l'immobilier à ses côtés ressemblait à une insulte calculée, son costume de créateur et son sourire artificiellement blanchi, parlant de vieille fortune et de privilèges. James observa le visage de Richard, notant la légère affaissement de ses joues que sa routine de soins coûteux ne parvenait pas à masquer, ainsi que les premières taches de vieillesse qui trahissaient son âge véritable, malgré ses cheveux poivres et celles soigneusement entretenus. À 45 ans, Richard Sterling se comportait avec l'arrogance de la richesse héritée. James avait fait ses recherches, l'empire Sterling avait été construit sur du sable mouvant, des propriétés sous hypothèque, des permis douteux et une dette suffisante pour couler un petit pays. « Tu devrais me remercier, James », dit Rebecca d'une voix mielleuse, ses lèvres rouges se tordant en un sourire trop calculé. « Je suis plus que généreuse. Je ne prends pas un centime de toi. » Elle marqua une pause, ses mots suivants soigneusement choisis pour maximiser l'impact. « Dieu sait que tu n'as pas de quoi être désespéré de toute façon. » James resta silencieux, son esprit énumérant méthodiquement chaque détail de cet instant, la manière dont les mains de Rebecca serraient le bras de Richard de manière possessive, la satisfaction hautaine dans ses yeux, le léger tremblement dans sa voix qui trahissait sa nervosité sous son extérieur confiant. 6 mois de trahison se déroulaient dans son esprit comme un film bien monté, les réunions d'urgence, les voyages d'affaires pendant les week-ends, le vidage stratégique de leur compte commun. Il avait été aveugle, trop absorbé par son travail chez Biotech Solutions, trop confiant après 15 années ensemble. Des journées de 18 heures passées dans le laboratoire l'avaient rendu vulnérable. Distrait, par le moment où il avait remarqué les signes, Rebecca avait déjà mis son plan à exécution. « Les papiers sont signés », dit James doucement, sa voix portant un calme dangereux qui fit légèrement vaciller le sourire de Rebecca. « Tu as eu ce que tu voulais. » Le rire de Richard résonna à travers la pelouse, artificiel et creux. Il attira Rebecca contre lui, sa montre de luxe scintillant sous le soleil du matin. « Fais face à la réalité, Morrison, tu n'es rien. Tu l'as toujours été, tu le seras toujours. » Sa voix se durcit. « Pars de ma propriété avant que j'appelle la police. » James haussa un sourcil, la première expression véritable qu'il laissait transparaître. « Ta propriété » intervint Rebecca, son sourire s'élargissant. « C'était un cadeau de mariage. Richard l'acheta la semaine dernière, c'est plutôt généreux de sa part, tu ne trouves pas ?» James acquiesça lentement, ses yeux ne quittant pas leur visage. Il commit chaque détail dans sa mémoire, la légère teinte de triomphe sur les joues de Rebecca, la manière possessive dont la main de Richard reposait sur sa taille, la cruauté décontractée de leur rire partagé. Ces détails alimenteraient sa rage dans les mois à venir. En marchant vers sa Honda Civic, le seul bien que Rebecca lui avait généreusement laissé, James sentit leur regard sur son dos, attendant qu'il craque, qu'il montre un signe de défaite. Bien sûr, la voiture était une insulte délibérée. Rebecca aurait pu la prendre aussi, mais elle l'avait laissée comme un rappel de sa chute. À l'intérieur de la voiture, James sortit son téléphone, ses doigts assurés tandis qu'il composait un numéro qu'il avait mémorisé des semaines auparavant. « Dr. Patterson, c'est James Morrison. » Il s'arrêta un instant, écoutant la réponse. « Oui, j'ai pris ma décision. Dis à l'équipe de direction que j'accepte leur offre. » Une autre pause. « Mais j'ai une condition, un secret absolu jusqu'à la conclusion de l'accord. » En raccrochant, James aperçut brièvement Rebecca et Richard. Dans son rétroviseur, ils se tenaient dans l'embrasure de la porte de son ancien chez-soi. Leur posture rappelait celle d'une publicité immobilière haut de gamme, le couple parfait dans leur maison parfaite. Mais James voyait au-delà de la façade. Il apercevait les fissures capillaires dans leur armure, les faiblesses qu'ils ignoraient eux-mêmes.
Ses mains serraient fermement le volant alors qu'il s'éloignait du trottoir, son esprit déjà tourné vers la prochaine phase de son plan. Il croyait l'avoir brisé, l'avoir réduit à néant. Ils allaient bientôt découvrir à quel point il était dangereux de sous-estimer James Morrison. Le moteur de la Honda protesta alors qu'il accélérait, mais James à peine le remarqua. Ses pensées s'étaient déjà envolées, calculant les prochains mouvements comme un grand maître d'échecs. Rebecca et Richard avaient bien joué leur jeu, mais ils avaient oublié un détail crucial: parfois, l'adversaire le plus dangereux est celui qui semble n'avoir plus rien à perdre. En conduisant vers son appartement temporaire, James se permit un léger sourire. Il lui avait appris des leçons précieuses sur la confiance, la loyauté, et la véritable nature des gens. Maintenant, il était temps de leur montrer à quel point il avait été un élève appliqué. Le vibreur de son téléphone interrompit ses pensées, un message de Rebecca. Laisse quelques-unes de tes précieuses notes de recherche dans le garage, elles seront envoyées à la déchetterie demain. Considère cela comme un cadeau d'adieu. James ne répondit pas, il n'en avait pas besoin. De toute façon, les notes n'étaient que des leurs, des contrefaçons soigneusement fabriquées qu'il avait plantées des semaines plus tôt, lorsqu'il avait découvert leur liaison. Les vraies recherches, la percée qui allait tout changer, étaient en sécurité dans plusieurs endroits protégés. Rebecca et Richard croyaient traiter avec un scientifique naïf, trop absorbé par son travail pour voir leur trahison arriver. Il ne s'était même pas soucié de regarder plus profondément, de voir l'acier sous la blouse de laboratoire. Il tourna dans le parking de son nouvel immeuble, un complexe délibérément modeste qui correspondait à leur perception de son statut financier. Un autre élément du jeu élaboré qu'il était en train de construire. Laissez-les penser qu'il l'avait réduit à vivre dans un appartement de deuxième zone. Laissez-les croire que leur victoire était totale. À l'intérieur de son appartement, James se tenait dans le salon dépouillé, entouré de cartons qu'il n'avait même pas pris la peine de déballer. Il n'en avait pas besoin. Cet endroit était temporaire, tout comme leur triomphe. Il sortit son ordinateur portable et commença à taper, ses doigts volant sur les touches alors qu'il documentait chaque détail des événements de la journée. Chaque mot était une brique de plus dans les fondations de sa vengeance. Une notification apparut à l'écran, un email de son avocat confirmant le transfert de ses actifs restants vers une série de sociétés écrans. Le pillage méthodique de leur compte commun par Rebecca avait en réalité joué en sa faveur, offrant une couverture parfaite pour ses propres mouvements financiers. Elle s'était tellement concentrée sur la prise de tout ce qui était visible qu'elle n'avait jamais pensé à chercher ce qui était caché. James ferma l'ordinateur et se rendit à la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville. Quelque part là dehors, Rebecca et Richard célébraient probablement leur victoire, buvant du champagne coûteux et se moquant de lui. Laissez-les rire. Laissez-les se vautrer dans leur moment de gloire. Il leur avait appris des leçons, lui aussi, la patience, le timing, l'importance de paraître faible quand on est fort. Mais contrairement à eux, il n'était pas motivé par une simple cupidité ou par un désir de luxure. Sa motivation était plus pure, plus ciblée. Ils avaient essayé de détruire tout ce qu'il avait construit, tout ce pour quoi il avait travaillé. Maintenant, ils allaient apprendre le prix de leur arrogance. Le soleil se couchait sur la ville, tandis que James commençait à passer ses appels suivants. Chaque conversation était brève, précise, posant les bases de ce qui allait venir. Lorsque la nuit tomberait, les pièces seraient en mouvement. Rebecca et Richard avaient gagné la première bataille, mais ils ne se doutaient pas que la guerre ne faisait que commencer. Dans leur arrogance, ils avaient créé leur pire ennemi, un homme n'ayant plus rien à perdre et tout à gagner, un homme qui allait leur montrer exactement à quel point la trahison pouvait être coûteuse. Chapitre 2, le jeu long. 3 mois avant que les papiers de divorce ne se retrouvent sur sa pelouse, James Morrison était assis en face du docteur Catherine Patterson, dans son laboratoire de Biotech Solutions, observant l'expression de la femme se transformer au fur et à mesure qu'elle parcourait ses données de recherche. La directrice de la recherche chez Pharmac Corp, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du pays, était arrivée sans prévenir ce matin-là, sa présence envoyant des ondes de spéculation à travers la petite start-up. Dr Patterson. Fit-elle une pause, ses yeux scrutant les données pour la 3e fois. C'est révolutionnaire, James. Le système de livraison que vous avez développé pourrait tout changer dans le traitement ciblé du cancer. Elle leva les yeux vers lui, son attitude professionnelle se fissurant légèrement pour laisser apparaître une réelle admiration. Comment avez-vous pu garder cela sous le radar? James se laissa tomber en arrière dans son fauteuil, sa blouse de laboratoire froissée après une nouvelle journée de 18 heures.
Quand tout le monde vous prend pour un échec, c'est facile de passer inaperçu, répondit-il en faisant un geste autour de lui pour désigner le laboratoire modeste. Personne ne prête attention à une petite start-up qui roule sur les roues de secours. Personne ne regarde de trop près le scientifique qui travaille tard sur ce qu'il suppose être une impasse. Dr Patterson posa la tablette contenant ses données de recherche. Vous vous rendez compte de ce que cela vaut? Les applications potentielles seules. Elle secoua la tête. Chaque grande entreprise pharmaceutique se battra pour cette technologie une fois qu'elle sera rendue publique. Si elle est rendue publique, corrigea James doucement. Je ne suis pas encore prêt pour cela. Il reste encore des tests à effectuer, des protocoles à vérifier. Il s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Et il y a des affaires personnelles à prendre en compte, des affaires personnelles. Les yeux du docteur Patterson se plissèrent légèrement. Elle n'était pas arrivée à son poste en négligeant les indices subtils. James se leva et se dirigea vers la petite fenêtre du laboratoire, jetant un regard dehors, là où la BMW de Rebecca était garée à côté de sa Honda. Disons simplement que le timing est tout, Dr Patterson, à la fois dans la science et dans la vie. La conversation se tourna alors vers des détails techniques, taux de dosage, mécanisme de délivrance, effets secondaires potentiels. Mais tout au long de la discussion, James pouvait voir les rouages tourner derrière le masque professionnel du Dr Patterson. Elle n'évaluait pas seulement la science, elle l'évaluait, lui. Cette nuit-là, après le départ du Dr Patterson, avec un accord de confidentialité et la promesse de poursuivre leur discussion, James resta seul dans son laboratoire, lançant une autre série de simulations. Son téléphone vibra avec un message de Rebecca, encore au travail, ne m'attends pas, réunion avec des clients. Il répondit par un simple « Ok », sachant qu'elle ne rencontrerait pas de clients. L'enquêteur privé qu'il avait engagé avait déjà confirmé son rendez-vous habituel du mercredi soir avec Richard Sterling, au Madison Hotel. Le même hôtel où, ironiquement, ils avaient célébré leur 10e anniversaire de mariage, il y a 3 ans. James se tourna de nouveau vers son ordinateur, la lumière bleue de l'écran se reflétant sur ses lunettes alors qu'il passait en revue les données préliminaires de l'essai. Les résultats étaient bien meilleurs que ceux qu'il avait anticipés. Le système de délivrance ciblé n'était pas seulement efficace, il était révolutionnaire. Le traitement du cancer sans les effets secondaires dévastateurs de la chimiothérapie traditionnelle. Précis, efficace, et surtout, brevetable. Son téléphone vibra de nouveau, un autre message de Rebecca, n'oublie pas de transférer l'argent pour le paysagiste, la pelouse a besoin d'un coup de neuf. James sourit légèrement. La pelouse était devenue l'obsession de Rebecca ces derniers temps, une excuse pour vider petit à petit leur compte commun. 10 000 pour une nouvelle scie, 8 000 pour un système d'irrigation sophistiqué, 5 000 de plus pour l'aménagement paysager professionnel. Elle pensait être astucieuse, préparant sa stratégie de sortie pendant qu'il restait absorbé par son travail. Ce que Rebecca ignorait, c'était que James aussi préparait ses propres plans. Chaque retrait qu'elle faisait, chaque compte qu'elle vidait, était soigneusement documenté. Chaque réunion d'affaires avec Richard Sterling était photographiée et horodatée. Chaque demande de prêt frauduleuse qu'elle avait aidé à traiter chez Sterling Property était archivée. Le lendemain matin, James arriva tôt au laboratoire et passa en revue les images de sécurité de la nuit précédente. Il avait installé lui-même les caméras, cachées discrètement dans toute l'installation. La raison officielle était de protéger ses recherches, mais la vraie raison était de capter ce qui se passait après les heures. Comme prévu, les images montraient Rebecca entrant dans le laboratoire à 23h47, utilisant la clé qu'elle avait insisté pour obtenir, au cas où il y aurait des urgences. Elle se dirigea directement vers son bureau, passant 20 minutes à fouiller dans ses dossiers et photographier des documents avec son téléphone. James passa à un autre angle de caméra, observant alors qu'elle téléchargeait des fichiers de son ordinateur sur une clé USB. L'ordinateur n'était qu'un leurre, bien sûr, contenant uniquement des données de recherche obsolètes et des résultats délibérément trompeurs. La véritable avancée était sécurisée ailleurs, protégée par un cryptage qui ferait envie à n'importe quelle agence gouvernementale. Son téléphone sonna. C'était le Dr Patterson. « James, j'ai parlé avec le conseil d'administration. Ils sont intéressés, très intéressés, mais ils doivent connaître tes conditions. » James regarda les images de Rebecca quittant son laboratoire, l'air triomphant alors qu'elle tenait la clé USB. 500 millions, Dr Patterson, non négociable, plus un poste à la tête de la division de recherche une fois l'acquisition terminée.
Il y eut une pause à l'autre bout du fil. C'est agressif. C'est juste, répondit calmement James. Tu as vu les données, tu sais ce que cette technologie vaut. 500 millions, c'est même conservateur, compte tenu du potentiel du marché. Un autre silence. Le conseil voudra une vérification indépendante des résultats. Bien sûr, j'offrirai un accès à toutes les données nécessaires et aux essais. Mais tout reste strictement confidentiel jusqu'à la conclusion de l'accord. Pas d'annonce publique, pas de dépôt à la SEC, rien qui pourrait compromettre notre position. Tu t'inquiètes des offres concurrentes? James pensa à Rebecca et à Richard, à leur certitude arrogante d'être toujours les plus intelligents dans la pièce. Non, Dr Patterson, je m'inquiète des personnes qui pourraient essayer d'interférer avec l'accord pour des raisons personnelles. Après avoir raccroché, James ouvrit le dernier rapport de son enquêteur privé. L'empire de Richard Sterling était exactement ce à quoi James s'attendait, un château de cartes construit sur des propriétés sous-hypothèques. L'homme qui se faisait passer pour un homme d'affaires d'antan et prétendait appartenir à la vieille noblesse, mais sa richesse n'était aussi fausse que ses dents parfaitement couronnées. Plus important encore, Rebecca était profondément impliquée dans l'escroquerie. En tant qu'agent de prêt à la First National, elle avait aidé Richard à obtenir des financements en utilisant les mêmes propriétés comme garantie pour plusieurs prêts. C'était astucieux, mais c'était aussi hautement illégal. James se pencha en arrière dans son fauteuil, calculant ses prochains mouvements. Les pièces étaient toutes en place, la technologie de pointe, l'offre d'acquisition, les preuves de fraude. Maintenant, il ne s'agissait plus que de synchroniser les actions. Son ordinateur émit un signal de notification par email. Rebecca avait transmis une facture pour un autre projet de paysagisme. Le jardin arrière a besoin de travaux, écrivait-elle. J'ai déjà approuvé l'estimation, seulement 30 000 pour une refonte complète. James approuva le virement sans hésitation. Laissez-la croire qu'elle était en train de gagner. Laissez-la vider les comptes. Tout ce qu'elle prenait n'était qu'une nouvelle pièce à charge, un autre clou dans le cercueil qu'elle était en train de se fabriquer. Ce soir-là, il travailla tard, sachant que Rebecca rencontrerait Richard. Grâce à ses contacts, il avait appris qu'il fêterait l'ultime transaction immobilière de Richard, le développement d'un condominium de luxe construit sur des terres humides protégées. Les études d'impact environnemental avaient été enterrées, et les permis avaient été accélérés par des fonctionnaires municipaux amicaux. James nota un autre élément dans son dossier grandissant, l'empire de Richard n'était pas seulement construit sur des fraudes financières, il reposait aussi sur un socle de pots de vin, de documents falsifiés et de violations environnementales. Chaque pièce de preuve était une arme en attente d'être déployée au moment parfait. Son téléphone vibra avec un autre message de Rebecca, « N'oublie pas ma soirée de charité demain soir, porte le costume bleu. » James répondit par un simple « d'accord », sachant pertinemment qu'il n'assisterait pas. Au lieu de cela, il rencontrerait Mason, un ancien analyste de Wall Street qui lui devait une faveur. Il y a des années, James avait aidé à prouver que Mason avait été piégé pour délit d'initié, bien qu'ils aient gardé les preuves secrètes. Maintenant, il était temps de rappeler cette dette. Alors qu'il se préparait à quitter le laboratoire, James aperçut son reflet dans la fenêtre. Rebecca avait toujours critiqué son apparence. Trop concentrée sur le travail, trop décontractée, pas assez polie pour son cercle social. Elle n'avait jamais compris que son extérieur modeste était une façade soigneusement construite. Demain, Rebecca assisterait à sa soirée de gala, le bras de Richard, jouant le rôle de la socialité élégante. Elle rirait avec ses amis, échangerait des regards complices avec Richard et se féliciterait d'avoir si bien exécuté son plan d'évasion. Et James? Il poserait les bases de leur destruction, pièce par pièce, soigneusement, avec une précision chirurgicale. Il pensait qu'ils étaient en train de vivre la fin de son histoire. Il ne réalisait pas qu'ils étaient en train de poser les fondations du début de son chapitre 3. Les pièces en mouvement. James était assis dans son laboratoire, passant en revue les derniers résultats de test, lorsque son téléphone vibra avec un message de Mason. L'ancien analyste de Wall Street travaillait sans relâche depuis une semaine pour démêler l'enchevêtrement complexe des affaires financières de Richard Sterling. « J'ai trouvé quelque chose de gros », disait le message de Mason. « On doit se voir en personne, lieu habituel, dans 1 heure. » James jeta un coup d'œil à sa montre, 21h30. Le timing était parfait. Rebecca serait à son cours de yoga hebdomadaire, ce qui était un code pour son rendez-vous avec Richard à l'hôtel Madison.
Sa prévisibilité était devenue l'un de ses atouts majeurs. Le lieu habituel était un petit café situé dans un quartier tranquille de la ville, le genre d'endroit qui attirait plus de portables que de conversations. James arriva en avance et choisit une table dans un coin qui lui offrait une vue dégagée sur les 2 entrées. Mason arriva précisément à l'heure, son apparence échevelée étant un contraste frappant avec son intelligence aiguë. Il portait une vieille mallette en cuir, qui avait connu des jours meilleurs, tout comme son propriétaire. Après avoir commandé un café, il s'assit en face de James, ses yeux balayant le café presque désert. « Tu n'avais pas tort à propos des propriétés Sterling, » dit Mason à voix basse, en sortant son ordinateur portable. « Tout ça repose sur du sable mouvant, regarde ça. » Il tourna l'écran vers James, affichant un diagramme complexe d'entreprises interconnectées. James se pencha en avant, absorbant les informations sur l'écran. Il était clair que Richard utilisait les mêmes propriétés comme garantie pour plusieurs prêts. Mason expliqua, ses doigts filant sur le clavier, tirant différents documents à l'écran. Il prend un prêt en utilisant la propriété A comme garantie, puis utilise exactement cette même propriété pour un autre prêt dans une autre banque. Les documents sont modifiés juste assez pour éviter une détection immédiate. Et Rebecca dans tout ça? L'expression de Mason se fit soudainement plus sombre. Elle est jusqu'au cou dedans. En tant qu'agent de prêt à First National, elle a validé des demandes frauduleuses, falsifiant des documents. J'ai trouvé au moins 12 propriétés qui ont été utilisées plusieurs fois comme garantie. Nous parlons de centaines de millions en prêts frauduleux. James hocha lentement la tête, absorbant la gravité des faits. Les banques n'ont pas encore remarqué. Sterling a la moitié du conseil municipal dans sa poche, répondit Mason, en affichant plus de documents. Inspecteur en bâtiment, responsable de la zonation, voire même 1 ou 2 juges. Tout le système est huilé pour détourner le regard. Il compte sur le fait que personne ne viendra les déranger. James réfléchissait déjà, son esprit se projetant dans le futur. Que se passera-t-il lorsque l'argent cessera de circuler? Mason leva les yeux brusquement. C'est ça le problème, James. Ça commence déjà à craquer. Sterling est trop endetté, il manque de propriétés à utiliser comme garantie et les paiements d'intérêt s'accumulent. Un faux mouvement, une banque qui devient méfiante, et tout l'édifice s'effondre. James s'installa confortablement dans son fauteuil, sirotant son café froid. Combien de temps faudrait-il pour compiler toutes ces preuves? Quelque chose qui tiendrait en cours. 2 semaines, répondit Mason en fermant son ordinateur portable. Mais James, c'est un territoire dangereux. Sterling a des amis puissants. S'il découvre ce que nous faisons. James l'interrompit doucement. Il ne le découvrira pas. Il est trop occupé à célébrer sa victoire. Les gens comme Richard et Rebecca ne se retournent jamais. Ils sont toujours concentrés sur leur prochaine conquête, leur prochain coup. Après le départ de Mason, James passa un autre coup de fil, cette fois à Isabella Martinez, une journaliste d'investigation tenace qu'il avait rencontrée des années plus tôt lors d'une conférence sur la technologie. Elle avait toujours cherché à exposer la corruption dans le développement immobilier local, mais n'avait jamais trouvé le coupable en flagrant délit. Ils se retrouvèrent le lendemain dans un petit parc, loin de leurs lieux habituels de rencontre. Isabella n'avait pas beaucoup changé, elle portait toujours son vieux carnet usé, et dans ses yeux brillait ce regard affamé que tous les bons journalistes possédaient. « Je ne cherche pas à me venger, » lui dit James, bien qu'ils sachent tous les deux que ce n'était pas entièrement vrai. Il poussa une clé USB sur le banc entre eux. « Je cherche la justice. Tout ce dont tu as besoin est là, preuves de pots de vin, rapports environnementaux falsifiés, études sur les espèces en danger enterrées pour accélérer les projets de développement. » Isabella l'étudia avec soin, retournant la clé USB entre ses mains. « Ce n'est pas ton style, James. Tu as toujours été le gentil garçon, celui qui apaise les tensions. » « Les gens changent, » répondit-il simplement. « Parfois, ils n'ont pas le choix. » Le reste de la rencontre fut bref et professionnel. Isabella prendrait son temps pour vérifier toutes les informations de manière indépendante et construire un dossier en béton. James n'avait pas besoin de la presser, les pièces étaient déjà en place. Ce soir-là, James retourna dans son laboratoire pour examiner les dernières données de ses essais cliniques sur le traitement du cancer. Les résultats continuaient de dépasser les attentes. Bientôt, Pharmac Corp annoncerait l'acquisition et le premier domino tomberait. Son téléphone vibra, un autre message de Rebecca, les paysagistes demandent encore 10 000 pour la fontaine.
J'ai déjà approuvé. Essaie de ne pas trop travailler tard, tu as l'air épuisé. James esquissa un léger sourire en approuvant le virement. Chaque dollar qu'elle prenait, chaque cruauté faite d'un geste de la main, était une nouvelle pièce du puzzle, un nouveau témoignage pour ce qui allait venir. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à taper dans son journal quotidien, documentant chaque interaction, chaque transaction, chaque pièce du puzzle qu'il assemblait. Richard et Rebecca pensaient qu'ils écrivaient le dernier chapitre de son histoire, mais ils ne réalisaient pas qu'ils étaient en train de préparer le prologue de leur propre chute. Le laboratoire était silencieux, à l'exception du bourdonnement des équipements et du léger cliquetis des touches alors que James travaillait. À l'extérieur, la ville poursuivait son rythme interminable, sans se douter de la tempête qui se préparait sous sa surface. Dans les bureaux en hauteur et les pentousses de luxe, des gens comme Richard St. Sterling jouaient leur jeu de pouvoir et privilèges. Se croyant intouchables, ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. James jeta un coup d'œil à sa montre, presque minuit. Dans quelques heures, il aurait une réunion matinale avec le docteur Patterson pour finaliser les détails de l'acquisition. Après cela, une série de réunions minutieusement orchestrées mettrait en marche la prochaine phase de son plan. Il éteignit son ordinateur et rassembla ses affaires, ses mouvements délibérés et non pressés. Il n'y avait pas de raison de se hâter, tout se déroulait exactement comme prévu. Richard et Rebecca lui avaient enseigné des leçons précieuses sur la patience, sur l'importance du timing, sur la véritable nature du pouvoir. Maintenant, il était temps de leur montrer quel élève habile il avait été. Chapitre 1, Mouvement caché. Le matin suivant la signature des papiers de divorce, James était assis dans son appartement modeste, entouré de 3 ordinateurs portables affichant différents aspects de son plan. Le premier montrait les premières découvertes de Mason et sur les propriétés Sterling, le second suivait le drainage systématique des comptes de Rebecca, et le troisième contenait les fichiers cryptés de sa percée en matière de traitement du cancer. Son téléphone vibra avec un message de Mason, « Réunion dans 20 minutes, j'ai trouvé quelque chose de gros ». James arriva à leur café habituel en avance, choisissant une table dans un coin qui offrait une vue dégagée des 2 entrées. Mason entra précipitamment, l'excitation visible malgré sa tentative de maintenir une attitude professionnelle. « Tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », dit Mason en ouvrant son ordinateur portable. Sterling utilise les mêmes propriétés comme garantie pour plusieurs prêts. Regarde ça. Il tourna l'écran, affichant un réseau complexe de transactions. Il prend un prêt en utilisant une propriété comme garantie, puis utilise la même propriété pour un autre prêt dans une autre banque. La documentation est modifiée juste assez pour éviter toute détection immédiate. James étudia le diagramme, son expression neutre. Et l'implication de Rebecca? Elle a joué un rôle clé, répondit Mason, en affichant d'autres documents. En tant que responsable de prêt à First National, elle a validé des demandes frauduleuses, falsifié des documents. J'ai identifié 12 propriétés qui ont été utilisées plusieurs fois comme garantie. On parle de centaines de millions en prêts frauduleux. James absorba les informations, son esprit déjà en train de calculer les prochaines étapes. Et les autres projets de Richard? C'est là que ça devient intéressant, Mason se pencha en avant, baissant la voix. Tu te souviens de ce projet de condo de luxe dont il n'arrêtait pas de se vanter, celui sur l'ancien site industriel. Les études d'impact environnemental ont été enterrées. Les tests du sol ont révélé des niveaux dangereux de contamination, mais ils ont soudoyé l'inspecteur pour qu'il ferme les yeux. Le téléphone de James vibra, un message de Rebecca. J'ai trouvé encore plus de ton matériel de recherche dans le garage, je fais le ménage demain, considère-le comme disparu. Il ignora le message, se concentrant sur les découvertes de Mason. Combien de temps pour compiler tout ça dans un rapport formel? Donne-moi 2 semaines, répondit Mason. Mais James, on doit être prudent. Sterling a des connexions au conseil municipal, au département de planification, voire à la justice. Laisse-le avoir ses connexions, dit James d'une voix glaciale. Ils sont loyaux tant que l'argent circule. Que se passe-t-il pour les rats lorsqu'ils réalisent que le navire coule? Après le départ de Mason, James passa un autre appel. Isabella Martinez décrocha dès la première sonnerie. Dis-moi que tu as du bon, lança-t-elle par salutation. Mieux que du bon, répondit James. Que dirais-tu de briser la plus grande affaire de corruption immobilière de la décennie? Ils se rencontrèrent 1 heure plus tard dans un parc tranquille. Isabella n'avait pas changé depuis leur dernière rencontre,
elle portait toujours son carnet usé et arborait ce regard affamé qui marquait tous les bons journalistes d'investigation. Tout ce dont tu as besoin est là, dit James en lui tendant un disque dur sécurisé. Violations environnementales, rapports enterrés, preuves de pots de vin versés à des fonctionnaires. Concentre-toi d'abord sur le projet des condos de Riverside. La dissimulation de la contamination attirera l'attention. Isabella l'étudia attentivement. C'est complet, James. Depuis combien de temps tu rassembles tout ça? Assez longtemps, répondit-il. La question est, est-ce que tu peux l'utiliser? Oh, je peux l'utiliser, dit Isabella en souriant, ses yeux brillants. Mais Richard Sterling a des amis au journal. Ils ont déjà tué des histoires sur lui auparavant. Pas cette fois, assura James. Cette histoire ne sera pas seulement publiée dans ton journal. Elle sera diffusée simultanément dans 3 grands médias. J'ai déjà arrangé ça. Isabella haussait un sourcil. Tu as été occupé. Tu n'as pas idée, répondit James avec un sourire froid. De retour dans son appartement, James passa en revue les documents d'acquisition de Pharmac Corporation. Tout se déroulait selon le plan. Le docteur Patterson avait obtenu l'approbation du conseil d'administration, et les avocats peaufinaient les derniers détails. 500 millions de dollars. Un montant suffisant pour faire la une des journaux économiques, suffisant pour montrer à Rebecca et Richard exactement ce qu'ils avaient tenté de jeter. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Rebecca, les paysagistes ont besoin de 20 000 dollars de plus pour le nouveau système d'irrigation. J'ai déjà approuvé cela. Ne travaille pas trop tard, mon cher, tu as l'air épuisé. James esquissa un léger sourire en approuvant le transfert. Chaque retrait, chaque insulte jetée sans ménagement était une nouvelle preuve, un clou supplémentaire dans le cercueil qu'ils étaient en train de construire pour eux-mêmes. Il ouvrit son ordinateur portable sécurisé et commença à mettre à jour son journal quotidien. Tout était documenté. Chaque transaction, chaque interaction, chaque morceau de preuve. Richard et Rebecca pensaient avoir affaire à un homme vaincu, trop brisé par la trahison pour riposter. Ils allaient bientôt apprendre à quel point ils se trompaient. Une notification apparut. Mason avait envoyé un autre lot de documents. Cette fois, il s'agissait de preuves des connexions de Richard avec des responsables municipaux, des paiements acheminés via des sociétés écrans, des décisions de zonage favorables, des permis accélérés. Le réseau de corruption était encore plus vaste que James ne l'avait anticipé. Il transféra certains documents sélectionnés à Isabella, sachant qu'elle comprendrait leur importance. Le reste, il le garda pour plus tard. De la munition à utiliser au moment précis. Son téléphone sonna. Dr Patterson. James, le conseil veut accélérer l'annonce. Ils sont excités par la technologie. James répondit fermement, non, nous restons sur le calendrier initial. Tout doit se dérouler dans le bon ordre. Il y eut un silence de quelques secondes, puis elle répondit, est-ce que cela a quelque chose à voir avec ton ex-femme et Richard Sterling? James marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Disons simplement que le timing est crucial. Fais-moi confiance, Catherine, quand tout cela sera terminé, Pharmac Corp n'aura pas seulement un traitement révolutionnaire contre le cancer. Tu auras éliminé un concurrent potentiel avant même qu'il ne sache qu'il était en jeu. Après avoir raccroché, James fit défiler les images de surveillance de son laboratoire. Comme prévu, Rebecca apparut, utilisant sa clé pour entrer dans l'établissement. Elle se rendit directement dans son bureau, passant 20 minutes à photographier des documents et à télécharger des fichiers. L'ordinateur qu'elle consultait était un leurre, bien sûr, chargé de recherches obsolètes, de données erronées et de résultats délibérément trompeurs. La véritable percée était protégée ailleurs, par un cryptage qui ferait rêver les agences gouvernementales. Un nouvel email arriva. Des photos de surveillance du détective privé qu'il avait engagé. Rebecca et Richard lors de leur réunion hebdomadaire, chaque mercredi soir, au Madison Hotel. Ils avaient l'air triomphants, célébrant leur victoire au tour de verre dans le bar de l'hôtel. James sauvegarda les photos dans son dossier de preuves. Qu'ils célèbrent. Qu'ils croient qu'ils avaient gagné. Leur arrogance rendrait leur chute encore plus spectaculaire. Il se tourna vers un autre ordinateur, consultant les dernières découvertes de Mason. L'empire de Richard n'était pas seulement bâti sur la fraude. C'était un schéma pyramidal de proportions épiques.
Chaque nouveau projet était financé par des prêts garantis contre des propriétés précédentes, des propriétés déjà utilisées comme garanties plusieurs fois. Plus important encore, Rebecca n'était pas simplement une participante dans la fraude. Elle en était un élément clé. Sa position à First National avait permis à Richard d'obtenir des prêts qui n'auraient jamais été approuvés autrement. Elle falsifiait des documents, manipulait des évaluations et enterrait des rapports de diligence qui auraient exposé l'arnaque. James commença à composer un calendrier détaillé de leurs activités, croisant les dates et les transactions. Leur trahison lui avait appris des leçons précieuses sur la patience, l'importance du timing et la véritable nature du pouvoir. Maintenant, il était temps de leur montrer à quel point il avait été un élève brillant. Chapitre 2, le tournant. Le matin où l'annonce de l'acquisition était prévue, James arriva tôt au siège de Pharmac Corporation. Dr Patterson avait insisté pour qu'il prenne un rôle de premier plan dans la division de recherche, reconnaissant non seulement son esprit brillant, mais aussi sa pensée stratégique. Son nouveau bureau, avec sa vue imprenable sur la ligne d'horizon de la ville, était un monde à part de son modeste laboratoire chez Biotech Solutions. Mais ce n'était pas le luxe qui le satisfaisait. C'était de savoir qu'en quelques heures, Rebecca et Richard. Et le monde méticuleusement construit de Richard commença à trembler. Le communiqué de presse était prêt à être diffusé. À 9 heures précises, l'annonce fut mise en ligne. James observait, les yeux fixés sur l'écran de son téléphone, alors que la nouvelle se propageait à travers les réseaux financiers. Son téléphone vibrait sous la cascade de notifications qui arrivaient. D'abord, les messages de félicitations des collègues, puis les analystes financiers qui réclamaient des commentaires. Enfin, comme prévu, les textos de plus en plus désespérés de Rebecca. « Il faut qu'on parle, James, s'il te plaît appelle-moi. Ce n'est plus drôle, maintenant. Tu l'as planifié, n'est-ce pas ?» Il laissa chaque message sans réponse, concentré sur les couvertures médiatiques financières. L'acquisition était saluée comme un coup magistral pour Pharmac Corporation. Leur prix de l'action grimpait déjà à la suite de la nouvelle. Un coup à la porte fit interrompre ses pensées. Thomas Wright, le plus grand investisseur de Richard, se tenait dans l'embrasure, son costume coûteux et ses boutons de manchette en or ne parvenant pas à masquer son anxiété évidente. « Vous avez un moment, Dr Morrison ?» demanda Wright, dont la confiance habituelle semblait avoir fondu, remplacée par une nervosité palpable. James fit un geste en direction d'une chaise, son expression parfaitement neutre. « Bien sûr, Monsieur Wright. En quoi puis-je vous être utile ?» Wright se tortilla les boutons de manchette, une nervosité qui n'échappa pas à James. Il nota ce détail pour plus tard. « J'entends des choses préoccupantes concernant Sterling Property, des irrégularités dans les comptes, peut-être même de la fraude. Étant donné votre passé avec Richard, je pensais que vous pourriez avoir des informations. » James répondit, sa voix professionnelle et détachée, « Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Je ne suis qu'un scientifique qui a eu de la chance avec une percée médicale. L'immobilier n'est pas mon domaine d'expertise. » Wright se pencha en avant, son désespoir s'infiltrant dans sa voix. « J'ai 50 millions investis dans le dernier projet de Sterling. Si vous savez quelque chose, peut-être devriez-vous poser ces questions à Monsieur Sterling. » Il marqua une pause, jetant un regard insistant. « Ou à son responsable de prêt chez First National, vous la connaissez, n'est-ce pas? Rebecca Morrison. » Le nom de Rebecca fit pâlir légèrement le visage de Wright. Il se redressa, remerciant rapidement James avant de quitter le bureau. À peine Wright disparut, James composa le numéro de Mason. « Thomas Wright vient de me rendre visite. Assure-toi que nos amis de la SEC reçoivent la documentation sur son implication dans le projet Riverside, en particulier les éléments concernant la couverture du scandale de contamination. »« C'est déjà fait, » répondit Mason. « Les dominos commencent à tomber, James. 3 autres investisseurs se sont retirés des projets de Sterling ce matin. » James termina la conversation et se tourna vers son ordinateur, ouvrant le dernier rapport de son équipe d'investigation. L'empire de Richard commençait à montrer des fissures. Les banques posaient des questions sur les garanties, les investisseurs exigeaient des audits, et les groupes environnementaux organisaient des manifestations sur ces chantiers. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un appel d'Isabella. « L'histoire passe demain », annonça-t-elle, sans préambule. Page de couverture, reportage complet. Nous avons des confirmations de 2 autres médias, ils vont la diffuser simultanément.
Y a-t-il des réticences de la part des amis de Sterling au journal? Ils ont essayé, répondit Isabella, un ton de satisfaction dans sa voix. Mais quand l'éditeur a vu les preuves sur le sol contaminé et les rapports enterrés, il n'a pas pu l'arrêter, la responsabilité aurait été trop lourde. James esquissa un léger sourire. Bien. Assurez-vous que la section latérale sur l'implication de First National soit bien mise en évidence. Les régulateurs bancaires devraient y trouver un intérêt. Le reste de la journée se passa dans un tourbillon de réunions et d'interviews. James joua son rôle à la perfection, le scientifique brillant mais humble, concentré uniquement sur le potentiel de sa percée médicale destinée à aider les gens. Personne ne se doutait qu'il orchestrait en même temps la destruction d'un empire immobilier. En fin d'après-midi, un autre visiteur arriva. L'avocat de Richard, David Chin. L'expression habituelle de suffisance du homme laissait place à une panique à peine dissimulée. Monsieur Sterling aimerait discuter d'un règlement, commença Chin, tentant de projeter une confiance feinte, un sourire forcé. Il est prêt à être généreux. James s'assit dans son fauteuil, l'observant froidement, un léger amusement dans les yeux. Un règlement pourquoi, monsieur Chin, demanda-t-il d'une voix calme, sans même se déranger. Je ne poursuis pas Richard, je ne fais rien contre lui. Je suis simplement un scientifique qui a développé un traitement médical prometteur. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas la vérité. La façade professionnelle de Chin se fissura légèrement. Ces informations anonymes envoyées aux régulateurs, l'exode soudain des investisseurs, les protestations environnementales, tout a commencé après le divorce. La corrélation n'implique pas la causalité, répondit James tranquillement. N'est-ce pas ce que disent toujours les avocats? Il haussait à peine un sourcil. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec notre équipe de recherche. Alors que Chin quittait la pièce, James reçut un autre message de Rebecca. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Richard a des amis influents, ils enterrent ta recherche précieuse, détruisent ta réputation. James transféra le message à son avocat, l'ajoutant à son dossier de preuves en constante croissance. Laissez-les faire des menaces, laissez-les essayer de riposter. Il avait anticipé chaque mouvement, préparé chaque contingence. Son téléphone sonna à nouveau. Mason avec d'autres mises à jour. Les dominos tombaient plus vite maintenant. 2 banques avaient gelé les lignes de crédit de Sterling, exigeant des audits immédiats. Les régulateurs environnementaux avaient émis des ordres de suspension de travail sur 3 grands projets. Les investisseurs portaient plainte. James termina l'appel et se leva, se dirigeant vers la fenêtre de son bureau. En bas, la ville se déroulait sous ses yeux. Là, quelque part, Rebecca et Richard étaient en train de regarder leur monde méticuleusement construit s'effondrer. Ils pensaient être les architectes de la destruction, mais ils allaient bientôt apprendre une leçon douloureuse sur le prix de la sous-estimation de leurs ennemis. Chapitre 3, Contre-attaque. Richard Sterling n'était pas un homme habitué à la défaite. Alors que son empire commençait à se désintégrer, il lança une contre-offensive désespérée, en commençant par une campagne de diffamation violente contre la percée scientifique de James. Les scientifiques accusés de vol de recherche. Les gros titres éclatèrent sur les sites d'actualité locaux. Un ancien employé de Biotech Solutions a révélé que James avait volé les recherches révolutionnaires sur le traitement du cancer. James lut l'article avec un détachement clinique dans son bureau de Pharmacorp, observant les choix de mots soigneusement élaborés qui restaient juste à l'écart d'une attaque en justice. Richard avait de bons avocats. Des avocats chers. Mais il combattait une bataille à laquelle James était prêt depuis des mois. Il pousse fort avec cette histoire, dit Dr. Patterson en entrant dans son bureau, une expression inquiète sur le visage. Le conseil d'administration veut savoir s'il y a une part de vérité là-dedans. James tourna son écran d'ordinateur vers elle, affichant une séquence de journaux vidéo. Chaque étape de la recherche est documentée ici, dit-il calmement. Les journaux quotidiens, témoins indépendants, les relevés d'équipement, les données d'essai, tout est sauvegardé en triple redondance. Il ouvrit un autre fichier. Et voici la partie intéressante. Le lanceur d'alerte, Monsieur Chin, vérifiait ses relevés bancaires pour la semaine dernière. Les yeux de Dr. Patterson s'écarquillèrent en parcourant les documents. 800 000 $, dit-elle en pointant un dépôt effectué il y a 2 jours, provenant d'une société écran liée à Sterling Property. Richard devient négligent, observa James, en prenant une gorgée de son café. Les gens désespérés font des erreurs.
Son téléphone vibra. Isabella Martinez, annonça une voix familière à l'autre bout du fil. La crédibilité de Webb est ruinée. Nous avons trouvé 3 autres cas où il a vendu de faux témoignages dans des disputes de brevets. L'histoire est déjà en train d'être retirée par la plupart des médias. Assurez-vous que les retraits mentionnent le paiement de la société écran de Sterling, ordonna James avec calme. Et transférez tout aux enquêteurs de la SEC. À peine eut-il raccroché qu'un appel de son avocate, Sarah Zhang, suivit, apportant de nouvelles informations. Les avocats de Rebecca avaient déposé une motion pour rouvrir le règlement du divorce. Elle rapporta, « Ils prétendent que vous avez dissimulé la véritable valeur de Biotech Solutions pendant la procédure. » James se permettait un petit sourire. « Parfait. Envoie-leur notre dossier de réponse. » Le dossier de réponse était un document méticuleusement préparé, qui attendait ce moment précis. Il contenait des archives détaillées des drainages systématiques des comptes communs de Rebecca, des preuves de son implication dans les schémas de prêts frauduleux de Richard, et des éléments prouvant qu'elle avait tenté de voler et vendre les données de recherche de James. Il y a plus, continua Sarah. Il tente de faire valoir qu'elle a contribué au succès de l'entreprise par son soutien émotionnel et financier. Ils veulent un pourcentage du prix de l'acquisition. Approche intéressante, répondit James. Envoie les vidéos de surveillance du laboratoire, celles où on la voit pénétrer pour voler des données de recherche. Ajoute les transferts documentés montrant comment elle a vidé les comptes de l'entreprise. Et n'oublie pas les photos avec horodatage de l'hôtel Madison. Voyons comment un juge réagira à ces allégations de soutien. Les jours suivants furent un tourbillon de manœuvres juridiques et de contre-manœuvres. Les avocats de Richard déposaient motion après motion, chacune plus désespérée que la précédente. James répondait à chaque attaque avec une précision méticuleuse, toujours un pas en avant, toujours avec des preuves accablantes prêtes à être déployées. Il commence à devenir désespéré, rapporta Sarah lors de leur mise à jour quotidienne. Sterling a tenté de déplacer des actifs à l'étranger hier soir. Nous l'avons attrapé et bloqué les transferts. Les banques se rapprochent. James acquiesça, examinant les derniers rapports financiers. Et Rebecca ? Elle a été mise en congé administratif à First National. Un audit interne a trouvé des irrégularités dans l'approbation de ses prêts. Ils coopèrent maintenant avec les régulateurs. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Le docteur Patterson entra, tenant une tablette. James, Richard Sterling est dans le hall. Il exige de vous voir. Timing parfait, dit James en se levant. Mason, envoie tout ce que nous avons sur le projet Riverside à l'EPA. Il est temps d'accélérer le calendrier. Êtes-vous sûr de vouloir le voir ? Demanda le docteur Patterson, l'inquiétude perceptible dans sa voix. Oh, je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit James. Préparez la sécurité, mais laissez-le monter. Quelques minutes plus tard, Richard Sterling fit irruption dans le bureau, son costume chair froissé, son apparence d'habitude soignée trahissant des signes de tension. Des cernes sombres sous ses yeux révélaient des nuits sans sommeil, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il pointa James du doigt. « Espèce de petit malin », cracha Richard. « Tu te crois si intelligent avec tes petites manigances. J'ai construit cette ville, je possède la moitié des gens ici. » James resta assis, sa posture détendue. Propriétaire, Richard, au passé. C'est incroyable comme la loyauté s'évapore rapidement dès que la SEC commence à poser des questions. C'est à propos de Rebecca, n'est-ce pas? Richard rit, mais son rire avait une pointe d'hystérie. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit parce que ta femme a décidé de se replacer. Non, Richard, répondit calmement James, c'est à propos des conséquences. Toi et Rebecca pensiez que vous pouviez tout me prendre, me briser, me humilier. Vous n'avez jamais pris en compte le fait que je pourrais riposter. Riposter? La voix de Richard monta en flèche. Tu ne te bats pas, tu détruis des vies. Mes investisseurs, mes projets, ma réputation. Tes prêts frauduleux, intervint James. Tes rapports environnementaux enterrés, les pots de vin aux fonctionnaires municipaux. Dis-moi, Richard, tu pensais vraiment pouvoir jongler indéfiniment avec toutes ces balles? Le visage de Richard pâlit. Comment sais-tu tout ça? James se leva lentement. Je sais depuis des mois. Chaque escroquerie, chaque fraude, chaque double jeu. Je vous ai observé, toi et Rebecca, célébrer votre victoire pendant que je récoltais des preuves.
Je vous ai laissé penser que vous aviez gagné, tout en me préparant à tout vous prendre. Je vais te détruire, menaça Richard, mais sa voix manquait de conviction. J'ai des connexions. Des connexions, tu veux dire, corrigea James, des connexions au passé. Vérifie ton téléphone, Richard. L'EPA vient d'annoncer une enquête sur le projet Riverside. Le FBI exécute des mandats de perquisition dans les bureaux de Sterling à travers la ville. Tes connexions sont en train de fuir. Comme sur commande, le téléphone de Richard se mit à vibrer incessamment. Son visage passa de pâle à livide lorsqu'il lut les messages. C'est fini, Richard, dit James doucement. Ton empire s'effondre. Tes investisseurs fuient, tes banques rappellent leurs prêts. Et Rebecca, elle est sur le point d'apprendre le coup de la trahison. La sécurité est arrivée pour escorter un Richard choqué du bâtiment. James l'a observé s'éloigner, ressentant non pas un triomphe, mais une froide satisfaction. Le véritable objectif n'était pas encore atteint. Son téléphone vibra avec un message d'Isabella, les histoires vont être publiées dans tous les grands médias demain, des raids du FBI, une enquête de l'EPA, une fraude bancaire. Tout va sortir. Vous voulez un commentaire? Pas de commentaire nécessaire, répondit James. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Il se tourna de nouveau vers son ordinateur, examinant les dernières pièces de son plan. Richard et Rebecca lui avaient enseigné des leçons précieuses sur la cruauté, l'importance du timing et la véritable nature du pouvoir. Maintenant, ils allaient apprendre le prix de ces leçons. Les jours à venir apporteraient des enquêtes fédérales, des inculpations et l'effondrement complet de Sterling Property. Mais pour James, cela n'avait jamais été une question de vengeance. C'était une question de justice, servie froide et calculée. Il prit une photo encadrée sur son bureau, la dernière photo prise de lui et Rebecca ensemble, tous deux souriant lors d'un gala de charité. Il la laissa tomber dans la déchiqueteuse, observant leur sourire figé disparaître en confetti. Le jeu était presque terminé et James Morrison avait joué chaque coup à la perfection. Chapitre 1, Maison de cartes. James Morrison était assis dans son bureau de Pharmac Corp, observant plusieurs écrans alors que la destruction soigneusement orchestrée de Sterling Property se déroulait. Des agents du FBI envahissaient le siège de l'entreprise, portant des boîtes de documents et des disques durs. Sur un autre écran, le visage de Richard Sterling se tordait de rage tandis que des agents fédéraux l'escortaient à travers son propre hall, menotté. Les raids sont synchronisés sur 6 sites, rapporta Mason, son ordinateur portable affichant une carte avec des points rouges clignotants. Il frappe chaque bureau de Sterling Property simultanément. Aucune chance pour la destruction de documents. L'exposé d'Isabella avait été publié ce matin sur 3 grands médias. Les gros titres étaient dévastateurs: empire immobilier bâti sur de fausses fondations, Sterling Property, un réseau de corruption, crimes environnementaux et fraude financière. La chute de Richard Sterling. Le téléphone de James vibra avec un message du Dr Patterson, réunion du conseil dans 20 minutes. Ils veulent une mise à jour sur le nouveau centre de recherche. Dites-leur que je serai là, répondit-il, son attention toujours fixée sur les écrans. Les images des raids montraient Rebecca escortée hors du First National BCK. Elle avait tenté de fuir, essayant de supprimer des fichiers et de détruire des documents lorsqu'ils étaient arrivés. Mais James avait anticipé ce mouvement. Chaque fichier, chaque transaction, chaque morceau de preuve avait déjà été sauvegardé et fourni aux autorités fédérales. Monsieur Morrison, la voix de son assistante passa par l'interphone. L'agent Sarah Chan du FBI est ici pour vous voir. Faites-la entrer. L'agent Chan entra, sa veste de FBI encore poussiéreuse des raids. Dr Morrison, merci pour votre coopération dans cette enquête. Les preuves que vous avez fournies ont été déterminantes. James se haussait sur sa chaise. Je ne suis qu'un citoyen concerné, agent CHAN. Lorsque j'ai découvert des preuves de fraude financière et de violations environnementales, j'avais le devoir de le signaler. Un citoyen concerné qui se trouve être l'ex-mari de l'une des principales suspectes, nota Chan, étudiant sa réaction. Une coïncidence, je suis sûr, que vos avocats essayeront d'exploiter. James répondit calmement, mais les preuves parlent d'elles-mêmes, les prêts frauduleux, les dissimulations environnementales, les pots de vin. Rien de tout cela n'a à voir avec notre divorce. Chan hocha la tête en sortant son carnet. Nous avons trouvé quelque chose d'intéressant lors de la recherche préliminaire,
des documents montrant que Madame Morrison a accédé à des données de recherche confidentielles de Biotech Solutions après votre séparation. Avez-vous un commentaire à ce sujet? Cela relève de mes avocats et du bureau des brevets, répondit James. Je suis sûr que vous comprenez, je ne peux pas commenter une éventuelle espionnage industriel dans le cadre d'une enquête en cours. L'agent esquissa un léger sourire. Bien sûr, bien sûr. Cependant, c'est intéressant de voir comment cette preuve est apparue juste au moment où nous constituions notre dossier contre Sterling Property. La vie est pleine de coïncidences intéressantes. Le timing de la vie est fascinant, répondit James. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion du conseil à laquelle assister. Après le départ de Chan, Mason appela avec des nouvelles de ses contacts dans le secteur bancaire. C'est un bain de sang. 3 banques ont réclamé leurs prêts. Toute la maison de cartes de Sterling s'effondre. Ils ne peuvent même pas couvrir 10% de leurs obligations. James ouvrit son ordinateur portable pour examiner les derniers rapports financiers. L'action de Sterling Property avait été suspendue de la bourse après une chute de 60%. Les investisseurs déposaient des poursuites par milliers. Le chantier de la construction cesse était abandonné alors que les entrepreneurs fuyaient le navire qui coulait. Son téléphone vibra à nouveau, un message du avocat de Rebecca, ma cliente est prête à témoigner contre Monsieur Sterling en échange d'une considération de la part des procureurs. Elle n'a fait qu'obéir aux ordres. James supprima le message sans le finir. Les tentatives de Rebecca pour se sauver étaient prévisibles, mais futiles. La traînée de preuves qu'il avait construite l'impliquait trop profondément dans la fraude. Chaque demande de prêt qu'elle avait approuvée, chaque document qu'elle avait falsifié, chaque pot de vin qu'elle avait facilité, tout était méticuleusement documenté. Et fourni aux autorités, le docteur Morrison, la voix de son assistant de nouveau, vous avez un appel de Thomas Wright, passez-le. La voix de James Wright était désespérée. Il faut que vous m'aidiez, la SEC gèle mes actifs, ils disent que je savais pour les violations environnementales, les prêts frauduleux. N'est-ce pas, interrompit froidement James. Le seul projet Riverside a contaminé le sol, détruit l'habitat des espèces menacées, falsifié les études d'impact environnemental. Ta signature est partout, Thomas. Je témoignerai contre Sterling. Je leur dirai tout. Adieu, Thomas. James raccrocha, se tournant vers ses écrans. La couverture médiatique s'intensifiait. Les images par drone montraient des manifestants environnementaux sur les sites de développement de Sterling. Des anciens employés avançaient de plus en plus de preuves de malversation. Des alliés politiques tentaient de se distancer du scandale. Une notification apparut, un autre message de Rebecca, tu as tout planifié depuis le début, n'est-ce pas? Eh bien, on pensait que tu étais brisé, détruit. Tu n'étais en réalité. James archiva le message sans le lire plus loin. Laisse-la réaliser la vérité maintenant. Laisse-la comprendre exactement qui elle a trahi. Le docteur Patterson entra dans son bureau sans frapper. La réunion du conseil peut attendre. James l'interrompit en faisant un geste vers ses écrans. Regardez ça. Les images en direct montraient Richard Sterling escorté vers le quartier général du FBI. L'ancien magnate de l'immobilier, autrefois si fier, semblait brisé. Son costume coûteux était froissé, son image soigneusement entretenue s'effondrait, tout comme son empire. Tu as orchestré tout ça, dit doucement le docteur Patterson. Ce n'était pas une question. Je n'ai fait que fournir des preuves d'activité criminelle aux autorités compétentes, répondit James. Tout le reste n'est que cause et effet. Le timing, attendre après l'annonce de l'acquisition, attendre après les tentatives de Rebecca pour rouvrir le règlement de divorce. James se tourna vers elle. Les recherches sont réelles, Catherine. La percée est légitime. Tout le reste n'est que nettoyage. Elle le scruta longuement. Tu n'es pas l'homme qu'il pensait que tu étais. Non, répondit James, je suis l'homme qu'ils m'ont forcé à devenir. Son téléphone vibra encore. Isabella Martinez. Les procureurs fédéraux avancent vite, des actes d'accusation devant le grand jury dans quelques jours. Ils nous inculpent pour tout, fraude bancaire, fraude électronique, crimes environnementaux, conspiration. Tiens-moi au courant, répondit James. Et Isabella, assure-toi que ton reportage met l'accent sur les aspects environnementaux. Le public doit comprendre les vrais dégâts causés par la cupidité de Sterling. Il termina l'appel et se leva, se dirigeant vers sa fenêtre.
il observait les agents du FBI charger des boîtes dans leur véhicule. Quelque part dans ces boîtes se trouvait chaque pièce de preuve qu'il avait passé des mois à collecter, chaque document frauduleux, chaque rapport falsifié, chaque preuve des crimes de Rebecca et Richard, soigneusement rassemblés et préservés, pendant qu'ils célébraient leur victoire supposée sur lui. La voix de Mason arriva à travers le haut-parleur. « James, il faut que tu vois ça. Sterling essaie de transférer des actifs via des comptes offshore. Plusieurs transferts ont été initiés dans la dernière heure et sont déjà signalés à l'unité des crimes financiers du FBI. » James répondit, « Regarde ce qui se passe. » Sur l'un de ces écrans, les chiffres commencèrent à défiler. Les comptes étaient gelés, les transferts annulés, les actifs saisis. Les tentatives désespérées de Richard de cacher ses gains illégaux étaient bloquées en temps réel. « Comment tu savais ?» demanda Mason. « Parce que c'est exactement ce que je ferais, » répondit James. Quand des gens comme Richard et Rebecca se sentent pris au piège, ils deviennent prévisibles. Ils suivent des schémas. Il suffit d'anticiper leurs mouvements. La voix de son assistante interrompit, « Dr Morrison, Rebecca Sterling est dans le hall. Elle exige de vous voir. » James vérifia ses caméras de sécurité. Rebecca se tenait au comptoir de réception, sa tenue de créateur et son maquillage impeccable en contraste frappant avec son expression paniquée. « Faites-la escorter dehors, ordonna-t-il. Et envoyez les images du hall à mon avocat. Disons que c'est du délit de pénétration sur propriété privée en plus de ses autres problèmes. » Il se tourna à nouveau vers ses écrans, observant les dominos qui tombaient. Les partenaires internationaux de Sterling Property coupaient leurs liens. Les créanciers de construction appelaient leurs prêts. Les agences environnementales émettaient des ordres d'arrêt de travail sur plusieurs projets. Les plans pour le centre de recherche sont prêts à être examinés, dit le docteur Patterson en posant une tablette sur son bureau. Le conseil a approuvé les financements supplémentaires. James acquiesça, jetant un coup d'œil au plan pour le nouveau centre de recherche contre le cancer qui surgirait des cendres de sa vieille vie. La symétrie était parfaite. La maison où Rebecca et Richard avaient comploté sa destruction deviendrait un lieu de guérison, de progrès, d'espoir. Parfois, dit-il doucement, la meilleure revanche n'est pas simplement de détruire ses ennemis. C'est d'utiliser leur destruction pour construire quelque chose de meilleur. Le docteur Patterson l'étudia pensivement. Tu n'avais jamais l'intention de simplement t'éloigner, n'est-ce pas? Au début, il pensait que j'étais faible, répondit James. Il pensait que j'étais battu. C'est ça, le truc avec des gens comme Rebecca et Richard, ils étaient tellement convaincus de leur propre supériorité qu'ils ne voyaient jamais la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Son téléphone vibra une dernière fois. L'agent Chin, Dr Morrison, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant dans les dossiers privés de Mademoiselle Sterling, des documents suggérant qu'elle prévoyait de vendre vos données de recherche à un concurrent. Seriez-vous disposé à faire une déclaration? Bien sûr, agent Chin, répondit James, un sourire froid jouant sur ses lèvres. Je suis toujours heureux de coopérer avec les autorités fédérales. Il termina l'appel et se tourna à nouveau vers ses écrans, observant la corruption qu'il avait minutieusement construite pendant des années s'effondrer en une seule journée. Richard et Rebecca lui avaient appris des leçons précieuses sur le pouvoir, sur la trahison, sur l'importance de paraître faible quand on est fort. Maintenant, ils passeraient des années à apprendre leurs propres leçons sur le prix de sous-estimer leurs ennemis. Chapitre 2, Justice rendue. Le tribunal fédéral bourdonnait de tension alors que James passait le point de contrôle de sécurité. Son témoignage était prévu pour le 3e jour de ce que les médias appelaient le scandale de la propriété Sterling. Les journalistes se pressaient sur les marches, leurs caméras flashant alors qu'ils passaient à l'intérieur de la salle d'audience. Richard et Rebecca étaient assis à des tables séparées, leurs équipes juridiques formant une barrière physique entre eux. L'apparence habituellement soignée de Richard s'était détériorée, son costume de créateur pendait de manière lâche, des cernes noires sous ses yeux. Rebecca maintenait mieux sa façade, mais ses mains tremblaient lorsqu'elle arrangeait des papiers devant elle. Tout le monde se leva lorsque le juge Morandin entra dans la salle d'audience. James prit place à la barre des témoins, sa posture décontractée, confiante. L'assistante du procureur Sarah Williams s'approcha, ses talons claquant contre le sol poli. « Veuillez indiquer votre nom pour le procès, docteur. » James Morrison. « Docteur Morrison, quelle est votre fonction actuelle? » « Je suis responsable de la recherche et du développement chez Pharmac Corp, supervisant le développement de technologies de traitement ciblées contre le cancer.
Et comment connaissez-vous les défendeurs? Rebecca Sterling était ma femme pendant 15 ans avant notre divorce. Richard Sterling était d'abord son client immobilier avant de devenir son amant puis son mari. L'avocat de Rebecca se leva brusquement. Objection, votre honneur, cela n'a pas de pertinence. Cela vise à établir les connaissances du témoin concernant les activités des défendeurs, répondit Williams. Rejeté, déclara le juge Chin. Continuez, mademoiselle Williams. Le procureur guida méthodiquement James à travers son témoignage. Il décrivit la découverte d'irrégularités financières, un schéma de fraude, des violations environnementales, chaque déclaration étant soutenue par une documentation méticuleuse, des relevés bancaires, des demandes de prêts, des mémos internes et ses rapports d'impact environnemental. Williams leva un épais classeur. Pouvez-vous expliquer leur importance? Ces rapports détaillent la contamination toxique sur le site de développement Riverside, expliqua James. Sterling Property les a enfouis et a soumis des données falsifiées pour obtenir des permis de construire. L'avocat de Richard, David Shah, tenta de le discréditer lors du contre-interrogatoire. N'est-il pas vrai, Dr Morrison, que toute cette enquête découle de votre désir de vengeance? Non, répondit calmement James. Cela découle de preuves de plusieurs crimes fédéraux. Mon histoire personnelle avec les défendeurs m'a simplement rendu plus attentif aux irrégularités dans leurs pratiques commerciales. Pourtant, vous avez attendu après votre divorce pour faire ces allégations. J'ai signalé tout à temps aux autorités compétentes dès la découverte des preuves. Le timing de leur enquête relève de leur discrétion, pas de la mienne. L'avocat de Rebecca, Patricia Martinez, adopta une approche différente. Dr Morrison, n'est-il pas possible que ma cliente n'ait pas été au courant de l'ampleur de ses activités et qu'elle se contentait de suivre les instructions de M. Sterling? James se tourna directement vers Rebecca. Votre cliente a 15 ans d'expérience en tant que conseillère en prêt. Elle a personnellement approuvé des demandes frauduleuses, falsifié des documents et coordonné avec M. Sterling pour obtenir plusieurs prêts en utilisant les mêmes garanties. Ces actions nécessitaient de l'expertise et une intention délibérée. Lors d'une pause, Martinez l'attrapa dans le couloir du tribunal. Il s'effondre là-dedans, observa-t-elle. L'équipe de Rebecca est déjà en train de discuter d'un accord de plaidoyer. Qu'il négocie, répondit James. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Le procès continua pendant 3 semaines. Anciens employés de Sterling Property témoignèrent de la destruction systématique de documents, des rapports environnementaux enterrés. Les responsables de la banque ont détaillé le réseau complexe de prêts frauduleux. Les scientifiques de l'environnement ont présenté des preuves de dommages irréversibles aux zones humides protégées. Richard craqua en premier sous un interrogatoire intense. Il tenta de déplacer la culpabilité sur Rebecca, affirmant qu'elle avait orchestré le schéma frauduleux des prêts. Rebecca riposta en produisant des conversations enregistrées où Richard discutait des pots de vin versés à des responsables municipaux. Le jury délibéra pendant seulement 3 heures. James resta parfaitement immobile alors que le greffier annonçait le verdict, coupable de toutes les accusations, fraude bancaire, fraude électronique, crimes environnementaux, complot, blanchiment d'argent. Alors que les marshals fédéraux les emmenaient, Rebecca croisa enfin le regard de James. Elle le voyait maintenant clairement, non pas comme le mari passif qu'elle avait négligé, mais comme l'architecte de sa destruction. La réalisation dans ses yeux valait plus que n'importe quelle confession verbale. À l'extérieur du tribunal, les journalistes se précipitèrent vers lui. « Dr Morrison, quelle est votre réaction au verdict ?» « La justice a été rendue, répondit-il simplement. Les preuves étaient concluantes. Vous vous sentez réhabilité? Cette affaire ne concernait pas ma réhabilitation, répondit James. Il s'agissait de tenir les gens responsables de leurs crimes. Le jury a vu les preuves et a pris sa décision. De retour dans son bureau de Pharmac Corp, le docteur Patterson l'attendait avec une bouteille de scotch haut de gamme. « Quelle performance là-dedans, observa-t-elle. Vous n'avez jamais perdu votre calme. Il n'y avait pas besoin d'émotion, répondit James. Seul un verre. Les faits étaient suffisants. Son téléphone vibra, un message de Mason lui fournissant des mises à jour sur les saisies d'actifs. Les biens de Sterling Property Holdings étaient en train d'être liquidés. Les investisseurs déposaient des poursuites civiles et les banques saisissaient des propriétés dans toute la ville. Chapitre 3, Nouveau départ. Un an plus tard, James se tenait sur la pelouse de son ancienne maison,
des équipements de construction entourant la propriété, prêts à transformer le site en un centre de recherche ultramoderne. Le docteur Patterson s'approcha, portant des plans de construction. Le comité de rénovation a approuvé toutes les modifications. Nous aurons 20 stations de recherche, des espaces de laboratoire partagés, des salles de conférences et un amphithéâtre. James hocha la tête en observant la propriété, et les demandes de subventions arrivant chaque jour, de jeunes scientifiques avec des recherches prometteuses sur le traitement du cancer, des troubles génétiques, des maladies rares. Le genre de travaux qu'il eut habituellement pour obtenir des financements. Approuvez-les toutes, ordonna James. Financement complet, sans condition. Son téléphone vibra de nouveau. Isabella le mettait à jour sur Richard et Rebecca. Leurs appels avaient été rejetés. Ils purgeaient leurs peines dans des établissements fédéraux séparés, leurs demandes pour être placés en régime de sécurité minimale rejetées en raison de la sophistication de leurs crimes. Vous savez, dit prudemment le docteur Patterson, certaines personnes pensent que vous êtes allé trop loin, que vous auriez pu vous arrêter après l'annonce de l'acquisition. James regarda un groupe d'étudiants diplômés circulant sur les lieux, leur excitation visible alors qu'ils discutaient des possibilités de recherche. Ils ont choisi de détruire ma vie pour leur propre amusement, répondit-il. Ils avaient besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences. Il désigna les étudiants. Regardez ce qu'il en est ressorti, un traitement révolutionnaire qui sauvera des vies, des opportunités pour de jeunes scientifiques, un promoteur corrompu exposé. Parfois, de bonnes choses naissent de lieux sombres. Et Rebecca et Richard purgeraient des peines de 12 à 15 ans. Le codétenu de Richard est apparemment assez attaché à lui, ajouta James en laissant échapper un léger sourire. La vie a une façon de rééquilibrer les choses. Ils retournèrent à leur voiture. James, ne ressentant pas de joie mais un sentiment de complétude. Il avait perdu une femme, mais gagné quelque chose de bien plus précieux, la connaissance qu'il était plus fort que quiconque l'avait imaginé, capable à la fois de grandes réalisations et d'une terrible vengeance. Le centre de recherche serait son héritage, pas la vengeance qu'il avait prise, mais le bien qu'il en avait créé. Cela serait la dernière leçon, celle que Rebecca et Richard ne comprendraient jamais, le véritable pouvoir ne résidait pas dans la destruction, mais dans la création de quelque chose de significatif à partir de la destruction. Dans leurs cellules de prison respectives, Rebecca et Richard auraient des années pour méditer sur leur erreur, avoir sous-estimé le scientifique tranquille qu'ils pensaient pouvoir détruire. Le prix de la trahison avait été extrêmement élevé, en effet, mais les retours étaient mesurés en vies sauvées et découvertes faites. Et la justice rendue serait encore plus grande. James démarra sa voiture, jetant un dernier regard à la propriété qui avait été témoin à la fois de son humiliation et de son triomphe. Le passé était réglé, l'avenir l'appelait, et quelque part dans une prison fédérale, 2 personnes qui lui avaient appris la cruauté apprenaient à leur tour des leçons sur les conséquences. Épilogue, 5 ans plus tard. James Morrison ajusta sa cravate alors qu'il se préparait à prononcer le discours principal lors du Symposium international de recherche sur le cancer. À travers le rideau des coulisses, il aperçut le docteur Patterson dans le premier rang. Aujourd'hui directeur médical en chef de PharmaCour, il rayonnait de fierté. Leur système de traitement ciblé du cancer avait dépassé toutes les attentes, avec des taux de survie triplant dans des cas auparavant inguérissables. Et maintenant, la voix de l'annonciateur résonna dans l'auditorium. Veuillez accueillir le docteur James Morrison, dont la percée dans l'administration ciblée des médicaments a révolutionné le traitement du cancer à l'échelle mondiale. Alors que James montait sur scène, son téléphone vibra dans sa poche. C'était Massonnet, avec sa mise à jour mensuelle sur un passé qui refusait de rester enterré. Rebecca Sterling, numéro d'un mat 2 478 965, passait ses journées dans un autre établissement fédéral. Ses multiples appels avaient été épuisés, tout comme ses tentatives pour maintenir son mode de vie opulent derrière les barreaux, toutes rejetées. Ses anciennes connexions politiques l'avaient abandonné, et ses lettres envoyées à ses anciens associés revenaient sans réponse. La clé du progrès, James débuta son discours, ne réside pas seulement dans les percées scientifiques, mais dans la mise à disposition de ses découvertes pour tout le monde. Il désigna les écrans derrière lui, montrant l'Institut de recherche Morrison, son ancien domicile, transformé en un centre de recherche florissant. 25 jeunes scientifiques y travaillaient actuellement, leurs projets entièrement financés, et leurs découvertes sauvaient déjà des vies. Dans le public, Isabella Martinez prenait des notes pour son dernier livre. Son enquête sur le scandale immobilier Sterling avait remporté un Pulitzer, propulsant sa carrière de journaliste d'investigation.
Elle dirigeait maintenant son propre site d'actualité spécialisé dans les enquêtes sur la corruption des entreprises. Il y a 5 ans, nous avons fait la promesse de changer le paysage du traitement du cancer, continua James. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous avons dépassé cette promesse. Il ne mentionna pas que ce matin même, Rebecca avait de nouveau tenté de le contacter. Sa dernière lettre, comme toutes les autres, avait été renvoyée à l'expéditeur sans avoir été ouverte. Elle avait tout essayé, excuses, explications, demande d'aide pour son appel. James était resté silencieux, laissant ses mots résonner sans réponse dans sa cellule de prison. Après son discours, lors de la réception, le docteur Patterson lui tendit une tablette montrant les dernières nouvelles. Thomas Wright, l'ancien plus gros investisseur de Richard, venait de plaider coupable dans une affaire de fraude distincte. Sa tentative de reconstruire son empire après le scandale Sterling avait conduit à de nouvelles accusations criminelles. « Saviez-vous cela ?» demanda le docteur Patterson, observant sa réaction. « Mason a repéré des irrégularités dans ses nouvelles entreprises, » répondit James. « Il y a 6 mois, une alerte anonyme à la SEC a fait le reste. L'Institut de recherche Morrison venait d'approuver sa 100e subvention, financée pour la recherche sur des troubles génétiques rares. La communauté scientifique avait pris note. 3 nominations au prix Nobel étaient issues des travaux réalisés dans ces laboratoires. Pendant ce temps, Rebecca passait ses journées à la bibliothèque de la prison, lisant obsessivement chaque article sur le succès de James. Ses tentatives de revendiquer le mérite de soutenir ses recherches initiales étaient devenues une blague parmi les gardiens. Son thérapeute en prison notait son incapacité à accepter la responsabilité de ses actes, sa croyance persistante d'être d'une manière ou d'une autre la victime. Richard avait adopté une approche différente de l'emprisonnement. Il avait essayé d'écrire ses mémoires, se peignant en victime d'un complot de vengeance élaboré de son ex-mari. Aucun éditeur ne voulait de son manuscrit. Ses anciens alliés dans le secteur immobilier faisaient semblant de ne jamais l'avoir connu. Les dommages environnementaux causés par ces projets avaient pris des années à être résolus. Le sol contaminé du développement Riverside avait nécessité un énorme effort de nettoyage. Les zones humides protégées qu'il avait détruites étaient lentement restaurées, financées par les profits de ses biens saisis. Mason avait transformé son rôle dans l'exposition de la fraude Sterling en une société d'investigation financière prospère. Sa société se spécialisait dans la découverte de crimes financiers, en particulier la fraude immobilière. Il envoyait encore régulièrement des mises à jour à James concernant Rebecca et Richard, sachant que son ami aimait rester informé de l'avenir de la recherche médicale. James conclut son discours en disant que l'avenir ne réside pas dans les profits des entreprises, mais dans le fait de donner aux esprits brillants la liberté de poursuivre des découvertes révolutionnaires. Les applaudissements furent tonitruants dans le public, les jeunes scientifiques de l'Institut Morrison acclamant leur mentor. Beaucoup d'entre eux avaient entendu des rumeurs sur l'histoire de l'établissement, sur le drame personnel derrière sa création, mais James n'en avait jamais parlé. Plus tard dans la soirée, dans son bureau penthouse de chez Pharmac Corp, James passa en revue les derniers rapports. Le système de traitement du cancer avait été approuvé dans 30 autres pays. L'Institut Morrison se développait, ajoutant une nouvelle aile pour la recherche génétique avancée. Son immense fortune, bâtie sur l'acquisition de Pharmac Corp et les découvertes suivantes, avait cru de façon exponentielle. Son téléphone vibra à nouveau, Isabella lui envoyant davantage de nouvelles. L'ancien avocat de Richard, David Chien, avait été radié pour son rôle dans le camouflage des violations environnementales. Plusieurs responsables de la ville impliqués dans le scandale de corruption avaient purgé leur peine et étaient sortis de prison, leur carrière et leur réputation détruites. Ce scandale avait déclenché des réformes majeures dans le domaine du développement immobilier et des régulations bancaires. De nouvelles lois imposaient des examens environnementaux plus stricts, des mesures renforcées contre la fraude et une plus grande transparence dans les transactions immobilières. Le travail d'Isabella lui avait valu une place dans le groupe de travail sur la criminalité des entreprises du gouverneur. La fille de Rebecca, issue de son premier mariage, maintenant à l'université, avait légalement changé de nom, s'éloignant des crimes de sa mère. Elle avait écrit une lettre à James pour le remercier de financer sa bourse scientifique grâce à un don anonyme. Il n'avait jamais répondu, mais continuait de suivre ses progrès académiques. L'ex-femme de Richard avait écrit un mémoire acerbe sur leur mariage, révélant des années de manipulation financière et d'abus émotionnels. Le livre était devenu un best-seller avec option pour une série en streaming. Les demandes de Richard pour interdire la publication avaient été rejetées par les autorités pénitentiaires. La nouvelle maison de James,
une villa moderne surplombant la ville, ne contenait aucun souvenir de sa vie passée. Le seul rappel était un article de presse encadré annonçant le verdict du scandale de Sterling Property, accroché dans son bureau privé, non par vengeance, mais pour le souvenir. Le docteur Pont le rejoignit dans son bureau, apportant les résultats préliminaires des derniers essais. Le nouveau système de livraison montrait des résultats encore meilleurs que prévu, rapporta TL. Nous voyons des rémissions complètes dans des cas considérés comme désespérés. Étendez l'essai, ordonna James. Je veux que ce traitement soit disponible pour tous, quel que soit leur pouvoir d'achat. Son téléphone vibra à nouveau, un dernier rapport de la journée de Mason. Rebecca avait été prise en flagrant délit de tentative de fraude en prison, utilisant des téléphones de contrebande pour contacter des victimes potentielles. Ses perspectives de libération conditionnelle, déjà minces, étaient désormais inexistantes. Richard avait subi un petit AVC, sa santé se détériorant sous le stress de l'emprisonnement. Sa demande de transfert dans une prison à sécurité minimale avait été une fois de plus rejetée. L'ancien magnate de l'immobilier, autrefois si fier, se déplaçait maintenant dans les couloirs de la prison avec une canne, évité par les autres détenus qui connaissaient son histoire. L'Institut Morrison était devenu un phare dans la communauté scientifique, sa réputation de recherche de pointe croissant d'année en année. La maison qui avait été témoin de l'humiliation de James était désormais témoin de découvertes quotidiennes et d'avancées dans le domaine de la connaissance humaine. Tu sais, dit le docteur Patterson en passant en revue les données des essais, parfois je repense à ce jour où tu as accepté notre offre. Si Rebecca et Richard ne t'avaient pas trahi, tout aurait été différent. Chaque chose a des conséquences. Ils ont choisi leur voie, répondit simplement James. J'ai choisi la mienne. Il se tourna vers la fenêtre, regardant la ville où Richard Sterling avait jadis exercé tant de pouvoir. L'empire corrompu s'était effondré, ses ruines transformées en quelque chose de bénéfique pour l'humanité. C'était une forme de revanche différente, plus complète que toute peine de prison. Les années étaient passées, mais les leçons demeuraient. Rebecca et Richard lui avaient enseigné la trahison, l'obscurité de la nature humaine. Il leur avait enseigné les conséquences, le danger de sous-estimer ceux qu'ils pensaient pouvoir détruire. Dans leurs cellules séparées, ils avaient encore des années à méditer sur ces leçons. James, lui, avait avancé, son succès étant un rappel quotidien de leur stupidité. Ils avaient essayé d'écrire la fin de son histoire, sans se rendre compte qu'ils écrivaient en réalité le début de leur propre chute. Le prix de la trahison avait été élevé, mais ses retours, mesurés en vies sauvées, en découvertes réalisées et en justice rendue, s'étaient révélés encore plus grands. Parfois, James réfléchissait que la meilleure vengeance n'était pas simplement de détruire ses ennemis, mais de construire quelque chose de magnifique. Des cendres de leur trahison, le soleil se couchait sur la ville tandis que James retournait à son travail, concentré sur l'avenir, tandis que les architectes de son passé se languissaient dans leurs cellules, oubliés de tous sauf de ceux qui voulaient se souvenir du prix de leur trahison. C'est ici que notre histoire prend fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran, et je vous y retrouverai.